7h45 sur Radio J, merci d'être avec nous et l'invité de la rédaction ce matin est le journaliste Emmanuel Alpérine. Emmanuel Alpérine, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors c'est fait, c'est officiel depuis la semaine dernière. Bon, cette issue était inévitable depuis plusieurs semaines. Les Israéliens retourneront donc aux urnes à la fin du mois de mars. 4e scrutin en 2 ans avec du coup, comme conséquence, le gouvernement de coalition formé dans la douleur cette année qui vole en éclats. Alors que Benny Gantz avait accepté de partager le pouvoir, on s'en souvient, avec Benyamin Netanyahou en occupant le poste de vice-premier ministre israélien. Et donc on va faire d'abord le bilan de ce gouvernement de coalition et puis parler de ces élections qui approchent avec, il faut bien le dire, une vie politique très agitée. On va essayer d'y voir plus clair avec vous. D'abord, Emmanuel Alpérine, dans les grandes lignes, quel bilan peut-on tirer de ce gouvernement de coalition qui est en place depuis le printemps en Israël et qui a eu à gérer, il faut bien sûr le signaler, le rappeler, cette crise sanitaire sans précédent? Alors le bilan, c'est difficile à l'analyser avec objectivité. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un gouvernement qui se voulait d'union nationale et qui a été un gouvernement de désunion totale entre M. Gantz d'une part et M. Netanyahou de l'autre. Ils avaient abouti à un accord. Cet accord n'a pas été respecté, notamment en ce qui concerne le budget. Le budget n'a pas été voté, la Knesset a dû se dissoudre automatiquement. C'est la première fois que ça s'est fait dans l'histoire d'Israël, au lieu d'un vote de défiance ou la démission d'un gouvernement. Cette fois-ci, tout simplement, la Knesset a été obligée de se dissoudre parce que la loi prévoit que si le budget n'est pas voté, elle se dissout automatiquement. Alors c'est pas vraiment... on ne peut pas dire que c'est très glorieux comme bilan. La seule chose positive, peut-on dire, c'est que on est arrivé plus ou moins maintenant à importer d'importantes quantités de vaccins et la vaccination de la population israélienne se fait au pas de charge. Nous serons peut-être le premier pays vacciné au monde. Ça, c'est quelque chose de très positif. Il n'en demeure pas moins que nous en sommes maintenant à un 3e confinement qui va sans doute durer jusqu'à la fin du mois de janvier. Emmanuel Alpérine, c'est vrai que dans ce gouvernement de coalition, effectivement, vous avez parlé de désunion nationale. Il faut quand même pointer du doigt effectivement le rôle de Benny Gantz qui a très rapidement critiqué Benyamin Netanyahou justement sur la gestion de la crise sanitaire et qui avait aussi annoncé le mois dernier qu'il allait former cette fameuse commission gouvernementale pour enquêter sur le processus irrégulier d'achat de sous-marins et de corvettes. C'est l'affaire 3000, dite des sous-marins. Cette affaire qui a déjà abouti à des mises en accusation de plusieurs proches collaborateurs de Benyamin Netanyahou. Aujourd'hui, on voit que la situation politique de Benny Gantz est très compliquée pour son parti Carole Lavan plus précisément, avec des départs en série. Est-ce que finalement ces critiques de Benny Gantz contre Benyamin Netanyahou et le gouvernement ne sont pas en train de se retourner contre lui alors que l'on est quasi sûr que son parti subira une lourde défaite le 23 mars prochain? Vous venez de le dire, oui, effectivement, ce parti, on peut dire qu'il s'est pratiquement dissous. Il semble que M. Gantz semble vouloir continuer sa carrière politique, alors qu'il n'a pratiquement plus personne derrière lui. Je vous rappelle que Bleu-Blanc, Carole Lavan, avait remporté 33 sièges aux dernières élections, et maintenant il est crédité de 5 ou 6 sièges au maximum. Mais comment expliquer cette déconfiture quand même en quelques mois? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Parce qu'il a recueilli en fait toutes les voix qui espéraient, qui désiraient, qui faisaient le maximum pour que M. Netanyahou, permettez-moi l'expression, dégage. Et il a échoué. À partir du moment où vous avez échoué, on essaye quelque chose d'autre. C'est pas que l'électorat israélien, une grande partie de l'électorat israélien, se soit porté pour voter pour M. Gantz pour des raisons idéologiques. C'était essentiellement, et peut-être même uniquement, pour mettre fin au pouvoir de M. Netanyahou. La chose n'ayant pas été acquise, M. Gantz n'a plus pratiquement de raison d'être aux yeux des électeurs. Alors, il a échoué, et cet échec, évidemment, est cuisant. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a une tentative de réorganisation de ce qu'on appelle la gauche et le centre-gauche. Alors, c'est très confus. Qui n'est pas tout à fait à gauche, qui n'est pas tout à fait au centre. Enfin, tous ces partis qui ne sont pas de droite, on peut dire les choses comme ça, qui ne sont pas de droite. Et il y a en ce moment, on peut dire, une poussière de partis. Je ne sais pas ce que ça va donner
d'ici un mois, parce que les listes électorales devront être présentées au plus tard le 4 février. Donc il y a un peu plus d'un mois pour se réorganiser, et il y a plusieurs candidats. Par exemple, le maire de Tel Aviv, M. Khouldai, a annoncé qu'il voulait faire de la politique, donc il va présenter une liste électorale. Combien va-t-il recevoir? On n'en sait rien. Maintenant, il y a aussi une scission à droite, puisque le Likoud, on peut dire, c'est scindé en raison de M. Saar, qui a décidé de faire bande à part, et qui recueille maintenant énormément de voix, mais pas nécessairement des voix de droite. C'est aussi des voix de gens qui, encore une fois, espèrent mettre fin à la carrière de M. Netanyahou. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, si on fait le total, d'après les sondages, des voix de droite, des partis de droite, qu'ils soient pour ou contre M. Netanyahou, car il y a des partis de droite qui sont contre lui, on arrive à 2/3 des sièges. C'est-à-dire que le pays est très très nettement à droite. On voit mal une alternative de centre-gauche. Donc, ce qui va se passer vraisemblablement, c'est simplement un combat pour chaque voix, pour chaque suffrage, pour que l'électeur se décide soit à donner de nouveau à M. Netanyahou une majorité viable, et il suffit de 61 sièges, soit, encore une fois, le mettre en position de ne pas avoir de majorité, et à ce moment-là, ou bien ce sera une chambre introuvable, ou bien un gouvernement de coalition de partis qui sont soit de droite, soit du centre, soit même de gauche. Tout simplement dans un seul but, réduire M. Netanyahou à un rôle d'opposant. Est-ce que Gideon Sa'ar, effectivement, dont on parle beaucoup, 54 ans, plusieurs fois ministre, qui avait d'ailleurs tenté déjà de s'opposer à Benjamin Netanyahou dans le Likoud il y a quelques mois et qui a quitté depuis le parti, le Likoud, est-ce que Gideon Sa'ar n'est pas le futur Benny Gantz? C'est-à-dire beaucoup d'espoir placé en lui, le côté un petit peu moderne. Par exemple, je reprends ce qu'a dit Gideon Sa'ar il y a quelques heures, il veut limiter le mandat de Premier ministre à 8 ans. Mais est-ce que finalement, ça pourrait pas ne finir par rester beaucoup d'espoir placé en un homme, et puis finalement, à l'arrivée, la bulle, on va dire, qui se dégonfle assez rapidement? Oui, c'est exactement cela. C'est effectivement, pour le moment, c'est l'impression que cela donne, c'est que c'est une bulle. Le Likoud reste finalement assez stable. Le Likoud a été a obtenu 36 sièges aux dernières élections. 36 sièges, c'est pas mal quand même. Et aujourd'hui, dans les sondages, il en obtient quelque chose comme 27, 28, 29. Donc c'est pas très loin du résultat des dernières élections, malgré cette scission au sein du parti. Alors, reste à savoir si M. Netanyahou arrivera à retrouver enfin le résultat des dernières élections, et en pareil cas, il a de fortes chances de rester au pouvoir, ou si le pari, on peut dire, de monsieur Saar sera couronné de succès. Enfin, c'est très compliqué tout cela. Je veux dire, pour quelqu'un qui ne vit pas la vie politique israélienne au jour le jour, c'est pratiquement mais elle est passionnante. Elle est très passionnante malgré tout. Ouais. Oui, mais enfin, il faut vraiment s'y connaître. Vous comprenez, il y a par exemple le problème du seuil d'éligibilité qui est de 3,25%. Ça veut dire que les petits partis ne passeront pas, ne seront pas élus. Alors le résultat, c'est que les candidats se disent c'est pas la peine de se présenter si je n'obtiens que 3 ou 4 sièges. 3 ou 4 sièges, ça ne permet pas en fait d'être représenté. 4 oui, 3 non. Le résultat, c'est que par exemple que le Parti travailliste disparaît totalement. Mais oui. Il n'y aura plus de parti travailliste, sauf miracle, bien sûr. Je ne sais même pas si le Parti travailliste va se présenter aux prochaines élections. C'est incroyable. Parti travailliste qui a créé l'État d'Israël. Donc c'est une situation imprévisible, totalement imprévisible. Du coup, on peut quand même supposer, Emmanuel Alpérine, que finalement la situation politique au soir du 23 mars, ou plutôt le 24 mars, on va dire, dans la matinée, si elle est très serrée, évidemment on suivra tout cela de près, est-ce que finalement on ne va pas se retrouver du coup finalement dans la même situation que celle qu'on a pu voir lors des derniers scrutins, et en particulier cette année, c'est-à-dire effectivement une majorité qui ne se dégage pas, un parti qui ne se dégage pas et qui n'écrase pas les autres, et qui du coup va amener un gouvernement de coalition, alors très probablement effectivement avec les partis déjà actuels de la coalition, le Likoud et les partis religieux, mais du coup d'autres partis qui vont venir se greffer, mais du coup avec le risque aussi que assez rapidement ce soit un échec, comme l'a été donc ce gouvernement d'union nationale cette année. Est-ce que c'est pas la crainte d'un bis repetita et finalement d'une même finalité, voire peut-être même pire scénario, encore un retour aux urnes?
Ah, vous avez du pain sur la planche pour les Ah oui. quelques semaines qui viennent, parce qu'effectivement, ce que vous dites est tout à fait juste. De toute façon, gouvernement de coalition, tous les gouvernements israéliens ont été des gouvernements de coalition. Oui. La question est de savoir si ce sera un gouvernement de coalition uniquement de droite, ou si ce sera un gouvernement de coalition avec la droite plus certains éléments du centre et de la gauche. Alors, le but des partis qui s'opposent à M. Netanyahou est très simple. Formons un gouvernement de tous les partis sionistes, à l'exception du Likoud. C'est possible. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas encore possible à la vue des sondages, mais ce sera peut-être possible, parce qu'ils sont pas loin. Ils sont pas loin du résultat. Maintenant, M. Netanyahou peut-être espérer un regain ou un renforcement de sa popularité en raison de la vague Oui, la crise sanitaire. Il a été beaucoup contesté ces derniers mois, mais finalement, la réussite de la campagne de vaccination actuellement pourrait lui donner un crédit très large. Si cette campagne réussit, et il est vraisemblable qu'elle réussira d'ici le mois de février-mars, à ce moment-là, le pays étant libéré ou relativement libéré de la crise du Covid, peut-être pourra-t-il à ce moment-là capitaliser là-dessus et dire, voyez, je vous ai sauvé, donc votez pour moi. Tout cela est encore du domaine des hypothèses. On ne peut pas absolument savoir ce qui va se passer, mais vous le dites vous-même, c'est très intéressant. Très bien. Écoutez, on suivra ça de très près. Effectivement, ça va bien nous occuper et on aura peut-être d'ailleurs l'occasion d'en reparler à nouveau avec vous, Emmanuel Halpérine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, l'invité de la rédaction ce mardi matin, pour essayer en cette fin d'année effectivement d'y voir un peu plus clair sur cette situation politique, bien qu'elle est encore confuse, mais on essaiera d'y voir toujours un peu plus clair. C'est l'objectif aussi de cette matinale et de nos programmes.